Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, lancement des activités des 72 heures du livre. L'événement est placé cette année sous la présidence du chef de l'État général Mamadi Doumbouya et de la première dame de la République. Cette cérémonie a connu la présence du ministre directeur de cabinet Djiba Diakité. Elle vise à promouvoir la lecture et l'écriture à travers le pays. La maîtrise des politiques économiques extérieures, une priorité du patron de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté. Des cadres de ce département suivent actuellement un renforcement de capacité pour une diplomatie plus rentable pour le pays. Rénovation et modernisation des stades du 28 septembre et de Général Lansana Conté de Nongo. Plus de 2000 milliards sont débloqués pour ces deux stades, pour que les deux stades répondent aux normes internationales. Le constat dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Conakry vit au rythme de la 17e édition des 72 heures du livre. Ce rendez-vous culturel annuel incontournable est placé cette année sous la haute autorité du président général Mamadi Doumbouya et de la première dame de la République. La cérémonie d'ouverture a réuni de nombreuses personnalités, dont le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Le compte-rendu avec Oumar Bari. C'est un rendez-vous culturel majeur qui a démarré à Conakry. La 17e édition des 72 heures du livre a été officiellement lancée ce mercredi 23 avril 2025 sous le haut patronage du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et sous le marrainage de la première dame, Madame Lauriane Doumbouya. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs et en émotions, a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le président du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, des membres du gouvernement et des représentants des institutions républicaines, ainsi que des diplomates. Cette année, l'événement qui s'inscrit dans une dynamique résolument engagée en faveur de la promotion des voix féminines, met à l'honneur la puissance féminine, un thème fort qui résonne avec les priorités du programme Simandou 2040, notamment dans son deuxième pilier, éducation et culture, incarnant une volonté de placer la femme au cœur du développement socio-culturel. Je tiens à rendre un vibrant hommage à M. Sansi Kaba Diakité. C'est la voix de tous les écrivains de Guinée, délégué général des 112 heures du livre de Conakry, infatigable bâtisseur de ponts entre les peuples par le livre. Et comment ne pas s'exprimer du haut de cette tribune notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir donné son précieux accord à l'instauration du Grand Prix littéraire du président de la République de Guinée, prix doté d'une enveloppe remarquable de 500 millions de francs guinéens. C'est un signal fort envoyé à toute la chaîne du livre guinéen, un message clair qui stipule que la culture est un pilier du développement national. Cette 17e édition est dédiée à un thème aussi fort qu'universel. Il s'agit de la puissance féminine, mettant à l'honneur la femme, muse, autrice, éditrice, lectrice, militante et j'en passe. Il souligne avec nous la contribution essentielle des femmes dans l'édification de nos sociétés. Il nous invite à revisiter les héritages, à célébrer les voix féminines qui ont traversé le silence, défié les normes et inscrit leurs pas dans les chemins du savoir, dans une dynamique inscrite dans une logique d'un programme. Le programme Simandou 2040, le livre, encore une fois, occupe une place stratégique dans la construction de notre société, car deuxième volet du programme Simandou. Nous croyons que l'avenir minier, que l'avenir économique et que l'avenir technologique de la République de Guinée doit forcément s'accompagner d'un épanouissement culturel assez profond. Et c'est affirmé que le futur en Guinée, comme ailleurs, s'écrira avec des femmes et par les femmes. Alors, faisons écho du deuxième pilier du programme
de transformation politique, sociale et économique de la Guinée, proposé par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, je vais parler du programme Simandou 2040 dans son pilier 2, l'éducation et la culture comme socle de la transformation durable et irréversible de notre société. Je déclare au nom du chef de l'État, le président de la République, lancer officiellement les 72 heures du livre édition 2025, placé sous le thème « La puissance de la littérature comme levier de la puissance féminine ». Tous les intervenants ont salué les efforts du chef de l'État en faveur de la promotion des femmes. Un engagement récemment illustré par un décret présidentiel ayant porté 48% de femmes au poste de chef de cabinet, confirmant ainsi une avancée notable dans la représentation féminine dans les sphères décisionnelles du pays. C'est un honneur pour moi de parler au nom des femmes de la République de Guinée, mais surtout de parler au nom de la Première Dame qui met en avant l'émancipation de la femme, l'entrepreneuriat féminin, le leadership féminin dans toutes ces actions. Les 72 heures du livre interviennent à un moment crucial du développement de notre pays dans le cadre de notre programme de développement national du pays socio-économique durable et responsable, le programme Simandou 2040, qui en son pilier numéro 2 met en avant la culture et l'éducation. On met comme accent particulier pour cette 17e édition des 72 heures du livre la puissance féminine. Oui, qui mieux que la femme pour déconstruire les normes sociales? Qui mieux que la femme pour parler de nos traditions? Nous sommes là dans cette édition, pas pour écrire les histoires, mais pour écrire l'histoire ensemble avec tous les acteurs. À travers ce message fort des 112 heures du livre qui place la puissance féminine au cœur de nos réalités, nous venons réaffirmer cette vision du chef de l'État qui veut que la femme soit au cœur de cette transformation. Nous luttons pour avoir cet équilibre dans notre société afin de mieux asseoir un développement durable. Aujourd'hui, le message que transcrit à travers ce thème emblématique qui est la puissance féminine est de ressortir aussi tout ce que les femmes ont pu faire dans notre société, tout ce qu'elles font en termes de richesse culturelle, et aussi le fait que cela soit porté aussi par la Première Dame vient réaffirmer l'engagement du chef de l'État qui, à travers aussi son épouse, qui veulent apporter cette contribution essentielle à l'essor de notre développement durable. Sur place, des artistes ont livré des prestations hautes en couleur, entre poèmes engagés, danse et chants, pour célébrer le rôle central des femmes dans la société guinéenne. Durant 3 jours, Conakry va vibrer au rythme du livre. Des stands, des tables rondes, des expositions et des ventes de livres seront organisées. Moment fort de cette journée, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a procédé à la remise du prix littéraire des lycéens de Guinée, une distinction qui récompense la passion et le talent des jeunes lecteurs du pays. Les 72 heures du livre se poursuivent jusqu'au 25 avril. Cette 17e édition est bien plus qu'une fête de livres, c'est un hommage appuyé à la voix et au pouvoir des femmes guinéennes. Cet événement culturel promet d'être non seulement une célébration de la littérature, mais aussi un hommage vibrant au leadership féminin et à la place centrale qu'occupent les femmes dans la construction de la Guinée de demain. La maîtrise de la politique extérieure par le personnel du département des Affaires étrangères au cœur des priorités. Des échanges sont organisés dans ce sens. Une initiative du patron de la diplomatie guinéenne, Dr Mouri Sanda Kouyaté, mise en pratique par le programme de la diplomatie économique avec le concours du programme national du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le point avec Diarra Diallo. Les 2 jours de travaux ont permis aux cadres du département et ceux du service extérieur d'échanger sur les outils indispensables au bon exercice de leur mission.
Cette formation initiée par le chef de la diplomatie guinéenne est un outil supplémentaire pour accroître le rendement du personnel départemental. Un engagement de Dr Morisanda Kouyaté de rendre performants les cadres sous la supervision de son secrétaire général. De façon spécifique, la formation de ce matin vous permettra de conduire de manière efficace et efficiente les relations multidimensionnelles à travers lesquelles la politique étrangère de la République de Guinée peut devenir un modèle de référence dans la prévention et la gestion des conflits pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La formation est élargie au cadre des missions diplomatiques. Plusieurs d'entre eux ont marqué leur participation effective par visioconférence. L'objectif est de répercuter les connaissances acquises à d'autres cadres des ambassades. Plusieurs autres travailleurs venus de quelques départements ministériels ont pris part aux travaux d'échange. Ils constituent les points focaux du programme dénommé PRODEC pour une diplomatie économique inclusive. Je voudrais remercier Son Excellence Dr Morisanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, pour sa clairvoyance qui a permis au programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale de prendre en compte le renforcement des capacités humaines pour faciliter aux cadres et aux différents points focaux des départements ministériels la maîtrise des aspects sociaux, professionnels et économiques de grandes dimensions de la diplomatie actuelle. Les cours s'articulent autour de 4 modules, à savoir étude des défis régionaux, étude des acteurs de la paix et de la sécurité, mécanismes de gestion des conflits et pratiques de médiation en diplomatie. À Abidjan se tient la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique. Les membres de l'organisation se veulent plus dynamiques pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région. À cette rencontre régionale, la Guinée participe avec une forte délégation conduite par Fatima Camara, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Depuis Abidjan, notre envoyé spécial Alga Simouba pour plus d'explications. C'est un rendez-vous respecté par les États africains riverains de l'océan Atlantique. Ici à Abidjan, réunis en institution sous-régionale, les membres échangent sur la coopération halieutique pour une cohérence et une coordination des actions des diverses entités. Une manière d'œuvrer pour une gestion durable des ressources de la pêche au niveau du continent. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a le réchauffement climatique, il y a aussi la pêche illégale qui sont des facteurs qui vraiment mettent en retard les différents pays membres. Ces retrouvailles représentent une opportunité majeure pour débattre de la coopération halieutique régionale favorisant une exploitation durable des ressources marines. Elle permet également de définir des actions communes pour mieux faire entendre la voix du groupe. Quelles sont les attentes? C'est de pouvoir améliorer le secteur de la pêche en se donnant des idées, des échanges d'expériences, la formation, mais aussi en termes de technologie, pouvoir améliorer tout ce qui est surveillance au niveau de nos eaux. Cette 11e session de la Comafat a été une occasion pour Fatima d'assister au lancement du Salon de la pêche et de l'aquaculture à Abidjan. Présidée par le Premier ministre ivoirien, la rencontre vise une coopération effective et active entre les États membres pour une préservation des ressources halieutiques et un développement durable des pêcheries dans la région. Créée en 1989, la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, est une organisation intergouvernementale qui regroupe 22 pays qui a son siège au Maroc. Cette 11e session à Abidjan a été une opportunité pour la Guinée de prendre la présidence de l'organisation, un avantage pour le rayonnement à l'international
du pouvoir politique du pays et le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Japon, qui est le principal bailleur de fonds du groupe Comafat. Dans l'actualité, toujours des engins roulants pour les équipes de terrain à EDG. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de mobilité des agents chargés de recouvrer les factures d'électricité et assurer le contrôle régulier des installations techniques de l'entreprise. Nabi Kamara. À l'électricité de Guinée, le renforcement des capacités opérationnelles des équipes de terrain préoccupe de plus en plus les autorités de cet établissement public. C'est dans ce cadre qu'elle vient de doter une quarantaine d'entre eux en moyens de déplacement pour booster les efforts de la direction commerciale dans le recouvrement des factures d'électricité et assurer le dépannage des installations dans le délai requis. Ces motos sont les moyens de déplacement pour la facilitation des tâches à accomplir par nos agents, qui sont surtout pour la gestion des transformateurs. Alors la direction commerciale a listé un certain nombre d'agents qui sont chargés de faire des relevés au niveau des transformateurs pour la meilleure gestion de ces transformateurs et éviter les casses. Pour les bénéficiaires de ces engins roulants, le temps est à l'efficacité et au pragmatisme pour le plus grand bien de EDG au service des Guinéens. Comme on a des motos et on a fait au moins 85%, donc c'est 100% maintenant qui nous attend. Le nombre de factures distribuées, le nombre de factures recouvrées. La direction générale de EDG promet de créer toutes les conditions pour permettre à sa direction commerciale d'atteindre les objectifs à elle assignés. Bientôt les grandes pluies, la jeunesse d'Anta Marché se mobilise pour rendre leur quartier propre. Ce changement positif s'inspire du programme d'assainissement initié par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Des actions citoyennes sont aussi annoncées pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. Reportage Maïmouna Beladialo. La jeunesse d'Anta Marché 1 témoigne de sa gratitude envers le général Mamadi Doumbouya à travers des actions citoyennes significatives. Sur fonds propres et à la suite des premières pluies, ces jeunes se mobilisent pour nettoyer les routes et les caniveaux en levant les ordures qui s'y accumulent. Cet acte d'engagement citoyen revêt une grande importance. Voir cette ruelle dans cet état-là, il était plus que normal de prendre cette initiative-là pour que nous soyons débarrassés de cette saleté. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons lancé un exemple. Et j'espère que d'autres quartiers, d'autres secteurs, d'autres communes vont s'en inspirer. L'assainissement, la promotion de la paix et du vivre ensemble constituent les missions principales de cette dynamique jeunesse. Par leur action, ils cherchent à sensibiliser les citoyens à l'importance du civisme et à les inciter à soutenir les petites et moyennes entreprises. Chacun de nous doit nettoyer devant chez lui, d'arrêter de mettre les ordures dans les caniveaux, de manipuler les enfants à ce que les enfants sortent la nuit tardivement pour aller mettre les ordures dans les caniveaux. C'est grave, ça ne peut pas nous avancer. Je suis dans le regret de constater que ce sont mes propres citoyens qui viennent mettre les ordures dans les caniveaux pour nous causer des travaux comme ça, pour nous causer des dégâts pareils. Et ça, c'est regrettable. Donc, je les prie de s'abonner. En unissant leurs forces, ils se fixent pour objectif de relever les défis du développement qui se présentent à leur localité. Cette initiative vise également à soutenir le président Mamadi Doumbouya dans sa quête de construction d'une Guinée nouvelle et prospère. Au niveau des médias, des journalistes sont formés sur les techniques d'animation en période sensible. En cette année électorale en Guinée, l'accent est mis sur les animateurs et autres chroniqueurs en langue nationale. Question de jouer un rôle fondamental pour le retour à l'ordre constitutionnel. Reportage Tierno Younoussaba. Les Guinéens se rendront aux urnes cette année pour le retour à l'ordre constitutionnel. Contexte parfois marqué par des tensions, d'où la nécessité d'impliquer les hommes de médias pour sensibiliser en faveur de l'unité nationale. Ici, une quarantaine de journalistes en langue nationale sont formés sur les techniques d'animation en période électorale. Ils améliorent leurs compétences en vue de la promotion de la culture de la paix. Nous avons prévu des thématiques qui sont d'actualité. Il s'agit de techniques d'animation des émissions interactives et des talk-shows dans les différentes langues nationales. Il s'agit de la communication
sur la lutte contre les discours de haine en période sensible. Il s'agit également, n'est-ce pas, de la problématique de l'utilisation des langues nationales afin de mieux renforcer le dispositif communicationnel en faveur, n'est-ce pas, des populations. Il y a l'éthique et la déontologie qui méritent d'être passées à revue. Il y a aussi, n'est-ce pas, la responsabilité sociale du journaliste qui mérite d'être mise en exergue. Outre la thématique sur le discours d'incitation à la violence, le centre de formation explore la piste de la communication en langue locale pour atteindre une importante partie de la population en termes de sensibilisation. Si déjà les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une telle formation, ça y va dans notre propre intérêt et aussi pour l'intérêt de la nation. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication, pilotée par le centre de formation, entend prévenir tout dérapage en lien avec les émissions interactives et talk-shows en cette période où les Guinéens ont plus que jamais besoin du vivre ensemble. Depuis 48 heures, une mission du Fonds de solidarité africain est à Conakry. Elle a conféré avec les entités en charge de l'écosystème entrepreneurial en vue de faire connaître le FSA à travers le mécanisme d'aide en technique de financement des entreprises. Reportage Abdul Karim Kamara. Les efforts se poursuivent pour bâtir un secteur privé performant en Guinée. Ici, tous les acteurs impliqués dans le financement de l'économie nationale sont réunis, y compris les entreprises elles-mêmes. La rencontre consiste pour chaque entité de connaître c'est quoi le Fonds de solidarité africain, mais aussi s'imprégner des produits et services de l'institution. Les porteurs de projets présents aujourd'hui pourront échanger avec les équipes du FSA, avoir tous les détails que le FSA offre sur ces produits et bien sûr travailler avec eux sur un mécanisme de financement que bien sûr la PIP va suivre. Le FSA se positionnerait éventuellement comme une garantie. L'institution financière existe depuis 50 ans avec pour produit principal la garantie financière. Elle facilite le financement des entreprises en accordant la garantie aux bailleurs de fonds, notamment les banques et institutions de microfinance. Nous avons l'objectif non seulement de faire, de formaliser les entreprises qui évoluent actuellement à la petite échelle, de les amener à grandir et d'amener les plus grandes à aller vers la conquête de l'international. À date, certaines structures étatiques au ministère du Commerce notamment travaillent à un accompagnement des entreprises par le FSA sur la garantie individuelle, dont le plafond est à un taux élevé. Il y a des outils formidables que le département a mis en place en termes d'accompagnement, de renforcement de capacité et de la Chambre de commerce qui est ici présente et de la PIP. Et c'est dire que l'État est présent. L'État est à côté de vous pour vous accompagner, pour vous sensibiliser et pour vous donner des éléments indispensables au développement de notre nation, qui ne se fera pas sans vous. Mais il n'est pas seulement qu'un fonds de garantie. Il permet à certains États qui ont des dettes à court terme de leur donner des facilités pour allonger le délai de repaiement. Plus de gens savent ça. Qui ont bonifié le taux d'intérêt. C'est un des paramètres qui n'est pas exploité dans notre pays. Il va falloir qu'on y pense. La Guinée est pays membre du Fonds de solidarité africain depuis 2022 et en 2 ans d'activité, l'institution a offert à l'économie guinéenne environ 268 millions de dollars de garantie pour 21 projets concernés par ces interventions. Plus de 2000 milliards de francs guinéens injectés dans la rénovation du stade du 28 septembre et du stade général Lansana Conté de Nongo. Il s'agit pour le gouvernement guinéen de moderniser ses infrastructures sportives selon les normes internationales. L'état d'avancement des travaux avec Komara Moussa. Entamé il y a plus d'1 an par les autorités de la transition, les travaux de normalisation de ces stades de 50 000 places de Nongo avancent lentement, mais sûrement. La peinture des gradins est quasiment terminée. Les ouvriers sont sur la création des vestiaires vers la tribune officielle et la séparation des toilettes. Tout avance bien et vous avez vu déjà les travaux parce que la CAF a exigé de déplacer les vestiaires pour envoyer les vestiaires vers la tribune officielle et la salle de médias, vous avez visité avec nous, donc ça avance très très bien. Dès lors qu'ils ont signé la deuxième phase, la société s'est impliquée directement dans les travaux. Avant il y avait des sièges en béton ici,
donc qui a été démoli, qui a été enlevé, et on a reconstruit aussi, puisque quand on a enlevé, il y avait des trous, donc tout a été mis au niveau, et là où on est actuellement, on prépare pour recevoir l'installation des sièges. Au-delà des exigences de la Confédération africaine de football, d'autres innovations sont apportées. Le stade aura désormais des ascenseurs, des tourniquets pour la vente des billets électroniques, des parkings et des terrains de chauffement à l'annexe pour les équipes nationales. Tous les gradins seront dotés de chaises, 50 000 au total. En présence de notre équipe de reporters, voici l'arrivée du premier conteneur. À son bord, 10 000 chaises. Il y a 50 000 chaises qui doivent venir. Actuellement, c'est le premier conteneur qui est là comme ça. Il y a 3 qui est en cours de route. Donc, comme vous le savez, le contrat a été divisé en 2 phases. La première phase, et ça, c'est le cours de la deuxième phase qui est là comme ça. D'ici le 10 mai, tout sera là. C'est 31 conteneurs qui comptent les 50 000 chaises. Il y a 100 places dedans VIP. Il y a 360 VIP. Et le reste, c'est des spectateurs sièges, des sièges spectateurs. L'équipe chinoise qui va installer les sièges est déjà sur place. Les travaux pourraient commencer sans délai. L'objectif pour le gouvernement, permettre à nos équipes nationales de jouer leur match à domicile. Plus de 100 millions de dollars sont injectés dans la rénovation de ces stades, construits depuis 2011. Si vous devez suivre un match, les gens y vont tôt. Et ils ont 3 à 4 heures là. Et ça, s'ils ne sont pas bien assis, et ça peut créer des problèmes évidemment de hernie discale ou des problèmes de genoux. Et tout ça était donc des problèmes qu'on avait au niveau de ce stade-là. Et donc, plus un stade comme ça, vous n'avez pas d'ascenseur. Et un stade de ce niveau, 50 000 places, pas d'ascenseur. Des journalistes qui, évidemment, sont éloignés des joueurs qui doivent aller de l'autre côté. Donc, tous ces travaux-là, il fallait le faire. Ça n'a pas été fait par le privé à qui la gouvernance a été confiée. Il a fallu donc l'arrivée du général Mamadi Doumbouya avec le 5 septembre, où il a décidé, évidemment, de commencer les travaux. Ce stade de 24 hectares va changer de visage. Toutes les tribunes seront couvertes avec un système d'éclairage adapté. La fin des travaux est annoncée pour 1 an. L'entreprise Limontada qui exécute les travaux de la pelouse traîne les pas. Aucune action n'est visible. Au stade du 28 septembre, le chantier avance à grands pas. Les gros œuvres sont achevées à 100% selon l'entreprise. Pour le moment, nous avons déjà entamé tous les lots. Comme vous voyez ici, les travaux de la pelouse sont achevés à 100% avec un gazon naturel, avec un arrosage automatique et programmable et un système de drainage qui répond aux exigences de CAF. Et nous avons entamé maintenant les travaux de seconde œuvre, à savoir la peinture des murs extérieurs et intérieurs, la peinture des gradins de la tribune et aussi nous avons commencé aussi l'habillage de façade comme vous voyez ici, le pose de vitres en aluminium, le pose de carrelage, les travaux de faux plafond et nous sommes aussi sur les travaux d'îlotechnique. Quand vous voyez les 14 loges, pour celui qui connaissait le stade du 28 septembre, les 14 loges n'étaient pas là, qui sont là aujourd'hui. Le nombre d'ascenseurs aussi a augmenté. Quand vous prenez la pelouse aussi, il y a des innovations parce que la pelouse est beaucoup plus proche de la tribune officielle aujourd'hui que du côté Sahara. La dimension aussi a augmenté. Dans ces stades mythiques du 28 septembre, les gradins seront aussi dotés de chaises. Il y aura désormais des passerelles pour monter dans les tribunes, à l'image de celui de Nongor, mais pas de délai exact pour la fin des travaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.